Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques instants, je reçois Michel Rodrigue de la Commission de la santé mentale du Canada. Plus tard à l'émission, en début de deuxième demi, notre collaborateur Jocelyn Morettini va venir nous parler de l'inaptitude. À l'espresso et à l'espresso allongé, le sujet est l'enfant rebelle. Alors tout ça dans l'émission Folie douce. Cette semaine, on commence bien sûr avec une chanson et la chanson est de Claude Bégin et elle s'intitule « Ma voiture volante ». Bienvenue à Folie douce. De retour au micro à Folie douce, l'émission qui démystifie les problèmes de santé mentale depuis plus de 25 ans. C'est avec plaisir que je reçois mon invité Michel Rodrigue. Bonjour, Monsieur Rodrigue, bienvenue à Folie douce. Bonjour. Vous êtes, vous êtes vice-président rendement organisationnel et affaires publiques de la Commission de santé mentale du Canada. On va parler ensemble d'une vidéo bien intéressante qui a été mise en ligne. Mais d'abord, j'aimerais que vous nous présentiez un petit peu ce que fait la Commission de la santé mentale du Canada. Oui, avec plaisir. Depuis une douzaine d'années, la Commission de la santé mentale du Canada mène des programmes afin de s'assurer que la santé mentale soit reconnue sur un pied d'égalité avec la santé physique. Parce qu'on le sait, ça n'existe pas la santé au niveau physique sans une bonne santé mentale. Concrètement, on a des programmes de prévention du suicide. On fait aussi des formations, dont premiers soins en santé mentale, comme l'esprit au travail, qui cherche à bâtir une résilience et à démystifier la santé mentale en milieu de travail. Et nous faisons aussi plusieurs interventions au sein des gouvernements afin de s'assurer que le financement et les services pour les gens qui ont besoin d'y avoir accès, quand ils en ont besoin, où ils en ont besoin, et de qualité sont en place, qui n'est pas nécessairement le cas présentement. La santé mentale, est-ce que cette commission-là, est-ce que la Commission de la santé mentale existe depuis longtemps? Parce qu'on a l'impression que la juridiction de la santé, c'est plus provincial. En fait, au Québec, on parle souvent santé, mais le Canada a un rôle à jouer. Mais est-ce que la commission existe depuis longtemps aussi? Oui, la genèse, la commission existe depuis 12 ans. Puis la genèse, ça a vraiment été... le Canada n'avait pas de stratégie pour traiter de la santé mentale. Alors, nous avons développé et rendu public en 2012, changer les orientations, changer des vies, qui est la stratégie en matière de santé mentale du Canada. Suite à cela, les provinces et territoires ont emboîté le pas et ont développé leur propre stratégie. Alors, il manquait un cadre, il manquait une vision pour développer des programmes de santé mentale. Ça a été la genèse de la commission. OK. Et on va parler d'une vidéo intéressante qui va certainement rejoindre beaucoup de jeunes. C'est du pain sur la planche, une vidéo qui a été mise en ligne. Et c'est un peu, on la présente comme le point de vue des jeunes sur les pratiques axées sur le rétablissement. Pouvez-vous nous parler de cette vidéo, justement? Oui, peut-être qu'en entrée en matière, je vous dirais que le Conseil des jeunes de la Commission a fait une adaptation de la stratégie en matière de santé mentale pour le Canada. D'ailleurs, c'est une version qui est beaucoup plus accessible. Alors, c'est par les jeunes et pour les jeunes. Une des approches qu'on a à la Commission, c'est d'impliquer depuis les débuts les jeunes, 18-30 ans, parce qu'on reconnaît qu'ils ont une voix importante dans la transformation du système de santé mentale et parce que leur voix est très importante pour le développement de nos programmes et services. Dans le cas de la vidéo, les jeunes ont entrepris des discussions au sein du Conseil des jeunes de la Commission pour voir ça voulait dire quoi le rétablissement pour eux. Quels sont les référents au rétablissement? Quelle a été leur expérience? De cela est sortie une idée d'avoir un dialogue avec les fournisseurs de services en santé mentale. Donc, ils ont continué ou poursuivi leur discussion là-dessus
Et ils ont conceptualisé la préparation d'une vidéo qui permettrait d'aborder les grands enjeux ou les thématiques qui sont importantes pour les jeunes quand ça vient au rétablissement. Cette vidéo, et c'est peut-être l'outil, en tout cas le véhicule pour rejoindre les jeunes, parce qu'on se pose souvent la question, les jeunes aussi ont des problèmes de santé mentale, mais on a l'impression qu'ils ne sont pas rejoignables par les moyens qu'on utilisait dans le passé. Fait que c'est peut-être ça un peu la solution, hein? Oui, puis pour être plus précis, la vidéo vise surtout les fournisseurs de santé. Ça donne des cadres pour qu'ils puissent établir des dialogues, à savoir, est-ce qu'on a les mécanismes en place pour bien accueillir les jeunes? Est-ce qu'on a les programmes et la programmation en place pour soutenir le rétablissement au sein des jeunes? Le rétablissement est au centre de la stratégie de santé mentale du Canada. C'est une approche qui n'était pas nécessairement bien comprise à l'époque, et la Commission de la santé mentale en a fait son cheval de bataille à l'origine. Pour un peu rassir c'est quoi le rétablissement, c'est vraiment de permettre aux gens de vivre avec dignité et respect, dans leur propre façon, leur rétablissement, tout en réalisant que plusieurs gens vont continuer à vivre avec des troubles de santé mentale. Donc, le rétablissement veut dire quelque chose de différent pour chaque individu, qui parle un peu de la genèse de la vidéo. Les jeunes veulent que les programmes soient adaptés à eux. Ils veulent qu'on interprète et qu'on les interpelle pas avec du jargon, mais dans un langage qu'eux peuvent comprendre. Et ils veulent aussi qu'on leur offre des solutions qui sont adaptées et individualisées. Donc, c'est un peu la genèse de la vidéo. L'objectif, c'est vraiment de développer des dialogues, des discussions au sein des gens qui font la prestation de service. Oui. Ce que j'ai apprécié, j'ai regardé la vidéo, je la trouve très bonne, et ce que j'ai apprécié, c'est qu'on se servait de l'exemple du restaurant, puis on se disait, ben, c'est un peu normal qu'on n'a pas, on va pas nous garrocher, excusez-moi l'expression, là, un plat qu'on n'a pas nécessairement commandé. Donc, c'est un peu ça, c'est de faire affaire avec les besoins de chaque personne, parce que chaque rétablissement est différent, là. Oui, puis c'est une métaphore que les jeunes ont décidé d'utiliser. C'est intéressant quand même. Oui, puis ça traite des considérations que les jeunes aimeraient voir s'étendre, et ça reflète la façon dont ils aimeraient être traités dans le système de santé mentale. Puis la vidéo, ils ont utilisé la métaphore d'un restaurant parce que à plusieurs reprises dans la vidéo, on voit un référent où ça serait une offre de service qui ne serait pas adéquate et qui ne serait pas adaptée à leurs besoins. Exactement. Donc, ils ont traité de ce sujet-là complexe dans une petite vidéo de 4 minutes avec une approche qui veut être simplifiée. Vous disiez donc, c'est ça, ça se dirige surtout vers les gens qui donnent les services, qui apportent les services aux gens, mais est-ce que les jeunes, est-ce que vous avez eu des commentaires ou un peu de la rétroaction par rapport aux jeunes eux-mêmes, par rapport à cette vidéo-là? Parce que je pense qu'elle parle là, quand même. Oui, bien, je pense qu'il y a eu des validations auprès des jeunes et le Conseil des jeunes a initié le projet. Ils ont développé la thématique, ils ont été impliqués à chaque étape et ils ont fait l'approbation de chaque étape de la production de la vidéo. Donc, c'est vraiment par les jeunes, pour les jeunes, c'est-à-dire que ça les reflète. Il y a plusieurs approches qu'on a aussi pour impliquer les jeunes dans nos initiatives afin de s'assurer qu'ils sont partie prenante et ils font partie de la transformation du système de santé mentale que nous visons. Et diriez-vous, M. Rodrigue, que la santé mentale, c'est à peu près les mêmes enjeux un peu partout au Canada? Parce qu'il y a quand même des différences, mais j'ai l'impression que la santé mentale, ça rejoint pas mal à peu près les mêmes problématiques un peu partout, hein? Tout à fait. C'est ce qu'on a remarqué
Les stratégies qui ont été mises en place dans les provinces et territoires se ressemblent. À bien des égards, le Québec fait très bonne figure. On a développé des approches qui sont novatrices. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il y a beaucoup de progrès qui ont été effectués au cours de la dernière décennie. Mais vous avez raison. Plusieurs des enjeux à lesquels on fait face, c'est reflété, que ce soit en Colombie-Britannique ou Terre-Nord-et-Labrador ou la Nouvelle-Écosse. C'est les mêmes problématiques. Il y a des grands délais d'accès à des services pour les jeunes. Il ne faut pas oublier qu'il y a une stigmatisation qui est associée à la santé mentale. Quand les gens puissent passer outre cela, ont le courage d'aller chercher les services, trop souvent, on les place sur des listes d'attente de 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 année. Alors, c'est vraiment cette problématique à laquelle on veut s'attaquer. Dans le cas de la vidéo, c'est de la méthode dont on aborde le service. On veut vraiment que ça vise le rétablissement et que les approches qui sont préconisées, que les services qui sont offerts auprès des jeunes, leur reflètent et soient adaptés à leur réalité. Est-ce que cette expérience-là a été assez concluante pour la Commission de la santé mentale du Canada pour pouvoir peut-être poursuivre dans cette même veine-là? La vidéo, c'est quelque chose qui est accessible, qui est quand même un format qui est intéressant aussi à distribuer. Est-ce que vous avez encore des projets suite à ça? Oui, bien, un des précurseurs de la vidéo, c'est un guide de référence pour les pratiques axées sur le rétablissement. On veut vraiment générer un changement dans la façon et l'approche que les fournisseurs ont. Donc, le guide permet de développer des approches, un vocabulaire et met en place le cadre où on pourrait développer une approche qui est axée sur le rétablissement et aussi adaptée aux diverses populations. Mm-hmm. Dans ce cadre-là, les jeunes se sont penchés sur ce sujet-là et ont développé cette approche-là. Ça les interpelle. Oui, c'est ça. Tout comme plusieurs autres enjeux les interpellent. Présentement, une des grandes thématiques que nous visons, c'est la prévention du suicide. Il ne faut pas oublier. Le suicide, c'est la raison principale des décès auprès des jeunes en bas de 30 ans. C'est toujours aussi fort, effectivement. Même s'il y a une amélioration, il y a encore énormément trop de... un suicide, c'est déjà un de trop, là, mais les statistiques sont tellement encore trop grandes à ce niveau-là. Oui, c'est désastreux. Ouais. Alors, là-dessus, on interpelle encore les jeunes pour voir comment est-ce qu'on trouve des approches, comment est-ce qu'on va identifier des approches pour vraiment répondre à leurs besoins et d'éviter ces événements catastrophiques. Oui. Une des pistes qu'on a en ce moment, c'est nous sommes à développer une norme, une série d'outils pour le postsecondaire, où on va travailler pour créer des milieux dans les collèges et universités qui sont beaucoup plus sains et qui sont en mesure de mieux appuyer les jeunes à travers cette période-là. Parce que souvent, pour les jeunes, c'est leur première expérience qui ont quitté le foyer. C'est quand même stressant, passer par le postsecondaire. Exactement. Et on sait aussi que dans la plupart des cas, les gens qui développent une maladie mentale, les premiers signes, c'est au niveau de la jeunesse. Alors, il y a plein de bonnes raisons pour développer une programmation beaucoup plus élaborée pour le postsecondaire. Parfait. En terminant, M. Rodrigue, est-ce qu'on peut mentionner l'endroit où on peut avoir plus d'informations sur la Commission de la santé mentale? Et j'imagine, pour avoir le lien, pour voir la vidéo, comment on devrait faire? C'est chercher peut-être le nom de la commission? Oui, c'est commission de la santé mentale du Canada.ca. Okay. Et puis, on fait juste la recherche pour la vidéo comme telle. Du pain sur la planche, le nom de la vidéo. Sur la planche. Ouais. Et donc, dans les furteurs, c'est vraiment la meilleure façon d'y accéder. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, M. Michel Rodrigue, donc vice-président rendement organisationnel et affaires publiques de la Commission de la santé mentale du Canada. Merci. Ça m'a fait un grand plaisir. Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604,
le 514-990-9604. C'est maintenant le moment de notre bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Et bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Aujourd'hui, Pierre, tu nous parles de l'enfant rebelle. L'enfant rebelle, oui, c'est un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle... Est-ce que c'est autobiographique, Pierre? Non, je pense pas que j'étais tellement rebelle, personnellement. Toi, tu devais être rebelle, par exemple. J'ai eu une certaine phase. Là, c'est plus dire aux autres à le dire qu'à moi. OK, alors, le titre de l'article, en fait, c'est « L'enfant rebelle, un adulte prometteur », d'après Mme Nadine Sultana, qui est journaliste française, sur le site siteetsens.com. Elle nous dit, selon des études américaines, ce comportement, celui de l'enfant rebelle, puise sa source dans plusieurs facteurs. L'inconsistance éducative, les caractéristiques propres à l'enfant, soit l'hyperactivité, l'impulsivité, le manque d'attention, celles propres aux parents, l'immaturité, la dépression, l'hostilité, l'impulsivité, mais aussi parfois l'alcoolisme. Les facteurs sociaux peuvent également jouer. Les troubles survenant un peu plus fréquemment chez les familles monoparentales, les couples en conflit, les ménages souffrant de difficultés financières. Donc, ce sont tous des facteurs. Oui, mais c'est pas juste une maladie. On peut appeler ça aussi avoir un fort caractère. Oui, mais tu vas voir plus loin, on décrit de façon plus précise, là, c'est quoi l'enfant rebelle. Alors, Mme Sultana poursuit en disant « Si les troubles s'installent dans la durée du temps, les conséquences peuvent être graves. Conflits familiaux, disputes entre les parents, échecs scolaires, relations difficiles avec les jeunes du même âge, problèmes alimentaires, etc. Le trouble oppositionnel peut se muer en trouble de conduite. » Donc, ça donne souvent des vols, de la violence envers les camarades de classe, de la délinquance, de la toxicomanie, de la dépression, des tentatives de suicide, etc. Excuse-moi, Pierre, je suis un peu confus entre un enfant rebelle et un délinquant. Dans la description que tu viens de faire, c'est un délinquant. Parfois, ça peut conduire à la délinquance. Pas toujours, ça dépend. C'est juste la nuance que je comprends pas. Là. Ça va venir? Ça s'en vient, tu vas voir. Alors, Mme Sultana nous dit, c'est le cas de Laurent, âgé de 14 ans. Il refuse toutes les contraintes, les devoirs, les tâches ménagères. Il se bat régulièrement à l'école et vole dans le porte-monnaie de sa mère, qu'il élève seul. Comment réagir si vous êtes dans ce cas? D'abord, elle nous dit, ne vous dites pas que si votre enfant va mal, c'est entièrement de votre faute. Ne pensez pas non plus qu'il ne vous aime pas. S'il se comporte de cette façon, c'est parce qu'il croit que c'est la meilleure solution pour résoudre ses problèmes. Aux parents donc d'en proposer une autre et de rappeler les règles qui régissent l'ensemble de la société. À eux de montrer les limites à ne pas franchir et les conséquences des actes répréhensibles. Vous ne parviendrez pas à changer votre enfant du tout au tout, mais vous pourrez modifier certains comportements en les traitant un par un. Vous pouvez par exemple le valoriser et le récompenser chaque fois qu'il se comporte bien. Si cela ne suffit pas, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel, tel un pédiatre ou un psychologue, un psychanalyste, un psychiatre, etc. Si l'enfant a un comportement clairement asocial, il faut là encore privilégier les relations personnelles et les comportements éducatifs bienveillants. Les parents les plus vulnérables ont toutefois besoin d'aide. Le jeune peut être placé en foyer d'accueil. L'essentiel est qu'il puisse trouver un mentor ou un grand frère avec qui établir une relation privilégiée. Êtes-vous d'accord avec ça? Messieurs. Moi, le renforcement positif, je trouve ça intéressant. Puis dans la plupart du temps, c'est ce qu'on recommande toujours, d'encourager les bons coups et de ne pas punir. C'est encore la nuance. Pour moi, un enfant rebelle, c'est quelqu'un qui a un fort caractère, qui ne fera pas tout ce qu'on lui dit, mais qui ne sera pas un criminel. C'est peut-être ça ma nuance pour moi. Dire que on peut être rebelle sans être délinquant. On a fait 5 catégories pour... placer les enfants rebelles, si tu veux. Écoute bien. Selon le psychiatre américain Stanley Greenspan, on peut diviser les enfants difficiles en 5 catégories. Les hypersensibles, les introvertis, les réfractaires, les distraits et les actifs agressifs.
Comment savoir dans quelle catégorie se situe votre enfant? L'hypersensible se montre souvent craintif, inhibé et d'humeur instable. L'introverti est apathique, toujours fatigué, assez indifférent à ce qui l'entoure. On n'appelle pas ça un adolescent, ça? Je continue ma liste. Le réfractaire se révèle négatif, têtu et autoritaire. Il recherche l'épreuve de force. Le distrait apparaît agité et souffre évidemment de troubles de l'attention. Et finalement, l'actif agressif agit d'abord et réfléchit après. Colérique, il peut devenir violent assez facilement. Il n'y a évidemment pas de type spécifique. Un enfant difficile pouvant entrer dans plusieurs catégories. Le docteur Stanley Greenspan conseille avant tout aux parents de donner de leur temps. Le temps est le plus précieux des cadeaux. Alors, je m'arrête ici, Yvan, et je poursuivrai un peu plus tard dans l'émission. Oui, sur l'enfant rebelle, le temps, effectivement, c'est très, très présent. Les gens ont souvent pas le temps, mais il faut le donner aux enfants, effectivement. On poursuivra ça à l'Espresso allongé à Folie Douce. À venir dans l'émission Folie Douce, notre collaborateur Jocelyn Morettini, neuropsychologue, nous parle de l'inaptitude. À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur le sujet de l'enfant rebelle. Vous entendrez aussi en chanson « J'ai marché » de Edgar Bory et « Mes idéaux » de Dumas. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à Folie Douce? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateurs de Facebook, YouTube et Twitter, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie Douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. De retour au micro à Folie Douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. C'est avec plaisir que je reçois notre collaborateur Jocelyn Morettini. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Bonjour, bienvenue encore une fois à Folie Douce. Pour te présenter rapidement, tu es psychologue et neuropsychologue. T'intéresses au cerveau et à la condition humaine, en fait, parce que tu œuvres dans le domaine justement je vais te laisser te présenter, en fait. Qu'est-ce que tu fais exactement? Ça fait quand même une quinzaine d'années que tu travailles avec l'humain, en fait. Exactement. Donc, je travaille auprès de personnes, par exemple, amputées, en douleur chronique. D'autres ont des démences. Je m'intéresse beaucoup à la santé mentale dans le contexte de problématiques de santé physique. Ouais. Alors, souvent, on a des problèmes de santé physique qui vont influencer nos capacités mentales. Et c'est là que j'entre en scène. Oui. Et aujourd'hui, tu nous amènes un sujet intéressant, l'inaptitude. On entend souvent parler de ça. L'inaptitude, on parle de mandat d'inaptitude. Quelqu'un n'est pas apte à prendre des décisions, ces choses-là, mais j'ai l'impression que c'est un peu utilisé à toutes sortes de sauces. Comment on peut définir peut-être l'inaptitude? Puis évidemment, on va échanger sur le sujet. Mm-hmm. Bien, en fait, l'inaptitude, c'est un peu bizarre la manière que c'est construit comme définition. C'est est-ce qu'on est capable d'être apte à prendre des décisions, à choisir pour soi-même. Donc, l'inaptitude, c'est le manque d'aptitude. Ça ne nous explique pas nécessairement en détail ce que c'est. On a développé au fil du temps des critères, surtout pour essayer de voir quels étaient les ingrédients pour réussir à faire un choix libre et éclairé. Mm-hmm. Et si on n'est pas capable d'arriver vers un choix libre et éclairé, peut-être qu'il y a une condition d'inaptitude derrière. Alors, on a 5 grandes questions qu'on appelle les critères de la Nouvelle-Écosse
pour comprendre si le choix est libre et éclairé. Donc, la partie éclairée, c'est la partie connaissance, et la partie libre, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous pousse, qui nous force. On dit, je vais te donner de l'argent pour que tu fasses tel choix, ou si tu ne fais pas tel choix, je t'enlève de l'argent, ou bon. On menace. Une menace, ou toute autre forme d'atteinte. Ouais. Donc là, on n'est plus libre. Pour ce qui est de la partie éclairée, ça peut être par un manque d'information, ou encore une incapacité intellectuelle ou psychologique à faire le raisonnement. Ou par une information biaisée, peut-être. Tout à fait. C'est pas un manque d'information, mais c'est pas une information qui est juste. Et ça, c'est très important. Parce que si on donne une information incomplète, c'est pas un choix libre et éclairé. Il n'est clairement pas éclairé. C'est une moitié d'éclairage n'est pas un éclairage dans le contexte légal, mais aussi une moitié de raisonnement n'est pas un raisonnement non plus. Ouais. Mais c'est intéressant de le voir comme ça, l'aptitude, parce que tu sais, on se dit, ça semble évident, c'est quoi être apte, mais en le disant comme ça, en ayant les deux volets, là, d'avoir une décision éclairée et libre, ça vient d'expliquer ce que c'est d'être apte à prendre une décision. Oui, et puis en fait, on parle de 5 grandes questions. Je pense que c'est intéressant de les regarder. Absolument. Alors, est-ce que le patient comprend la nature de la maladie pour laquelle on lui propose un traitement? Fait que si déjà on ne comprend pas notre maladie, comment est-ce qu'on peut choisir le traitement si on le veut ou on ne le veut pas? Ouais. Donc, des fois, ça, c'est une problématique. La deuxième, c'est est-ce qu'on comprend le but du traitement? Si on ne comprend pas, encore une fois, comment on peut faire un bon choix? Est-ce qu'on comprend les risques qui viennent avec le traitement? Il y a toujours des effets secondaires, il y a toujours un risque associé. Et est-ce qu'on comprend le risque de ne pas faire le traitement? Ah ben oui, j'ai compris que si je fais une chirurgie, je vais mourir. Il y a 50% de chances de mourir. OK, mais si on ne fait pas la chirurgie, il y a 90% de chances de mourir. Il faut le comprendre, ça aussi. Probablement que le meilleur choix, c'est 50 plus que 90 chances de mourir. on se donne les meilleures chances de son bord. Exact. Mais encore là, des fois, des gens, on peut faire des choix philosophiques d'aller en sens inverse, et c'est correct aussi. Et peut-être qu'ils vont dire, c'est ça, c'est pour différentes raisons. Je préfère peut-être vivre à ma façon puis avoir plus de chances de mourir, mais c'est ça, encore là, au moins la personne est consciente et elle est éclairée dans son choix. C'est ça. Il faut d'abord qu'elle ait compris toutes les facettes, et à ce moment-là, on doit respecter le choix. Ouais. Et finalement, est-ce que le patient a une maladie qui pourrait affecter sa capacité à comprendre, donc à consentir? Par exemple, imaginons quelqu'un qui a une démence quelconque, Alzheimer, trouble vasculaire, et qui ne mémorise pas ou qui a une pensée rigide avec la persévération, c'est-à-dire qu'on retient 1 ou 2 éléments de tout ce qui a été éclairé, puis on ne focus que là-dessus, puis le reste, on n'arrête pas de l'oublier. Donc, à ce moment-là, le choix n'est plus libre, et peut-être même que l'aptitude est mise en doute, c'est-à-dire, est-ce que le patient vraiment comprend? Et c'est là qu'on commence à se poser la question sur l'inaptitude. Des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas parce qu'il leur manque d'informations, il leur manque de temps pour absorber l'information. C'est pas de l'inaptitude, c'est juste un manque de temps. L'inaptitude aussi est une condition un peu temporelle à 2 égards. Il faut que l'incapacité de comprendre soit maintenue. C'est pas genre là tout de suite, le midi du lundi, j'ai pas compris, mais si on me donne 2-3 jours, je vais avoir compris, ben on n'est pas inapte. On est capable de comprendre, c'est juste qu'il faut nous donner un peu de temps. Ouais. Mais si le lundi on comprend, le mardi on comprend plus, le mercredi on a oublié, le jeudi on comprend, le vendredi, ben on n'est plus certain, parce qu'on n'a pas bien compris la moitié, là on est dans l'inaptitude. On a une variabilité continuelle de la compréhension, il n'y a pas de maintien de la logique derrière la réflexion. Là, on va parler d'inaptitude. Mais encore là, l'inaptitude va être à l'égard de 2 grands thèmes. Les biens et la personne. C'est-à-dire, est-ce qu'on est apte à gérer nos biens? Alors, des fois, les gens ont des grands problèmes de compréhension au niveau des mathématiques, l'organisation, l'attention. Donc là, ils ont quelqu'un, disons, qui a 200 000 dans son compte, mais il n'est pas capable de bien faire ses impôts, il ne comprend pas la valeur de l'argent, parce qu'il y a une déficience intellectuelle, mais là, peut-être qu'il ne faudrait peut-être pas lui laisser l'aptitude de gérer ce compte en banque-là. Il y a des risques de perdre son argent. Ça lui nuit, effectivement. On veut le protéger, parce que si la personne ne peut pas elle-même se protéger, il faut quand même qu'on l'aide. Là. Dans le fond, dans ce cas-là, c'est dans le bien de la personne, pour le bien de la personne. Exact. Et des fois, on va être inapte, mais de manière temporaire. Ouais. Par exemple, pensons à un trouble bipolaire. Alors, quand il tombe en phase maniaque, il décide qu'il veut tout acheter.
là, il est en train de se blesser, puis c'est pas un choix éclairé, c'est la maladie qui prend le dessus sur son raisonnement. À ce moment-là, il est inapte au bien. Il ne peut pas faire des bons choix. Mm-hmm. Et à ce moment-là, on pourrait lui retirer son droit de gérance de ses biens. Mais il faut bien comprendre une chose. Enlever des droits d'un humain, les droits de se gérer ou de gérer ses propres biens, c'est la chose la plus sévère qu'on peut faire, enlever les droits d'un humain dans le système légal qu'on est. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose à faire à la légère, c'est quelque chose qui demande aussi des évaluations multidisciplinaires complexes, les psychologues, neuropsy, le médecin, le psychiatre. Ergo, est-ce que c'est répété dans le temps et surtout, est-ce qu'on est tous d'accord quand on fait le visuel de qui est cette personne-là? Pas juste, comme on disait, à un moment donné, suite à une rencontre, le patient n'a pas bien compris, il est inapte. C'est pas quelque chose qu'on arrive à déterminer en une semaine, ça va nous prendre du temps, puis beaucoup de données et d'expérience. D'après toi, Jocelyn, est-ce que les gens prennent vraiment, les intervenants, est-ce qu'ils prennent vraiment le temps, parce que ça semble... C'est quand même complexe, c'est important de le faire, mais est-ce qu'on le fait vraiment? Est-ce qu'on prend le temps d'éclairer quelqu'un et de lui donner justement le choix d'avoir tous les éléments en main pour prendre des bonnes décisions en général? J'ose croire que oui. De façon générale, on va donner un maximum d'informations. Est-ce qu'on va toujours donner la totalité? Probablement que c'est impossible parce que des fois, la liste de risques est tellement longue et des fois, les risques sont impertinents, extrêmement rares. À ce titre-là, par contre, est-ce qu'on fait trop rapidement le choix de l'inaptitude? Je dirais que c'est peut-être plus une exception qu'une règle. Je pense plutôt que les thérapeutes en santé mentale et autres ont une tendance à être frileux par rapport à enlever les droits d'une personne. Puis j'ai plutôt vu l'inverse où des gens étaient clairement inaptes, qui posaient un danger pour eux-mêmes ou pour d'autres. Des gens qui avaient des risques de mettre le feu dans leur maison parce qu'ils sont fumeurs puis ils font pas attention, parce qu'ils laissent le rond toujours rouler puis ils vont mettre le feu à la maison. Il y a des événements comme ça qui sont répétés dans l'histoire du patient puis qu'on a des données. Et encore là, les gens vont souvent avoir de la misère à dire est-ce qu'on va déclencher les procédures pour déclarer la personne inapte et peut-être la protéger d'elle-même à travers un régime de tutelle ou de curatelle publique. Donc, c'est ça prend quand même... on ne sait pas nécessairement, on pourrait avoir tendance à croire que les gens ils vont à la facilité, mais c'est une décision importante. Donc, même les professionnels ont quand même l'idée de dire, il faut vraiment qu'on soit sûr de notre coup, il faut vraiment qu'on... on ne va pas enlever à la légère les droits de quelqu'un, comme tu disais. Absolument. Puis après ça, il y a tout un processus légal qui est suivi avec avocat, notaire, juge, des fois au besoin. Et tout ça, c'est même quand on est sous la tutelle et qu'on est inapte, on a encore le droit de refuser. Là, souvent, on pense que parce qu'on est inapte, on ne pourra pas dire non. Et si on continue toujours à dire non et qu'on a un refus catégorique, c'est-à-dire qu'on se fait proposer quelque chose, puis ça fait 10 fois qu'on dit non, et qu'on sent que c'est nécessaire, le thérapeute ou même le tuteur ne peut pas forcer le traitement. Il va falloir quand même aller devant un juge, même si la personne est inapte et on considère qu'elle ne peut pas faire le choix seule. Le droit fondamental à dire non va toujours supplanter la totalité des droits. Et donc là, des fois, on est dans des cas où il faut aller voir un juge pour dire cette personne-là peut vivre seule chez elle. Peut-être pour aller vivre maintenant dans un CHSLD, il va falloir passer par un juge. Ou un patient qui est schizophrène, qui ne se rend pas compte de ses problématiques, qui est décompensé, qui c'est grave, mais là, il va falloir peut-être aller voir le juge pour forcer l'application d'une médication. Donc, on essaye toujours de passer par d'autres outils que la loi, parce qu'évidemment, le patient va se sentir attaqué par tout ce processus légal-là. Des fois, c'est le propre de la maladie mentale qui nous oblige à fonctionner comme ça. Mais si on est capable de faire une alliance thérapeutique, une alliance avec un membre de la famille, c'est toujours une méthode qui est privilégiée et de loin. Dans ta pratique, donc, comme psychologue, neuropsychologue, as-tu eu à faire affaire avec ce genre de situation-là et as-tu eu peut-être des situations qui se sont bien passées? On parle souvent des cas qui se passent mal, mais est-ce que ça peut bien se passer? Oui, c'est quelque chose qui m'arrive quand même de façon régulière, c'est pas tout le temps. Mais ça peut se passer très bien. Il y a des gens, justement, qui disent « Oui, c'est vrai, je suis rendu inapte, j'arrive pas à faire des bons choix, mais heureusement, j'ai ma conjointe qui est là. Et elle, je lui fais confiance. » Donc, ce sont des gens qui sont inaptes, mais qui n'ont pas tant besoin de protection. Ils s'en rendent compte, puis ils l'acceptent d'une certaine façon. Oui, des fois, à travers la confiance qu'ils ont avec leur thérapeute, psychologue, neuropsy, ils vont dire « OK, là, tu m'as donné de l'information, je comprends que je comprends pas. »
Et surtout, je sais que j'ai quelqu'un pour me protéger, ma conjointe, mon membre de la famille, un enfant, peu importe. Et à ce moment-là, ça se passe plutôt bien parce qu'on va passer, par exemple, par un conseiller ou majeur qui, lui, va plutôt conseiller le patient. Puis le patient, comme lui, est plutôt d'accord à suivre la bonne logique du membre de la famille, par exemple, ou d'un ami, ben, ça se passe plutôt bien. Inversement, il y a eu des moments où ça devient plus complexe. Des fois, il faut encourager ou éduquer la famille à comprendre l'étendue du problème. Mais de façon générale, je dirais qu'il y a un bon 70% du temps où ça se passe bien, un autre 20% où c'est peut-être qu'il y a plus de friction et il y a un 5 à 10% maximum dans lequel on doit passer par des procédures légales plus lourdes. Mais je suis quand même plutôt choyé dans mon domaine. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien, mais c'est bien. C'est vraiment intéressant. L'inaptitude, on n'en a jamais parlé comme ça. Je trouve que c'est une façon intéressante de bien définir ce que c'est puis d'informer les gens, justement, qu'est-ce qu'on entend par inaptitude et par aptitude. Si les gens veulent en savoir plus sur ce que tu fais, tu écris beaucoup, tu t'impliques, il y a beaucoup de connaissances que tu diffuses, en fait, de différentes façons. De comment on peut lire sur ce que tu écris. Je suis présent sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Vous pouvez aussi aller sur mon site web www.jocelynmorettini, morettini.com, et vous allez me trouver des fois même en cherchant Jocelyn Mort quelque chose et psychologue. Même si vous n'arrivez pas à trouver mon nom complètement, vous allez me trouver. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à l'une prochaine. À une prochaine, ça me fait Au plaisir. revoir. Vous écoutez présentement l'émission Folie douce, le rendez-vous hebdomadaire radiophonique traitant de santé mentale. Nous poursuivons au micro avec l'Espresso allongé et le sujet entamé plus tôt à l'émission, l'enfant rebelle. Pierre et Ghislain, toujours ici en ma compagnie. Ben oui, un des bienfaits de l'enfant rebelle, sans eux autres, il n'y aurait pas de musique pop. Ben, il n'y aurait pas de musique punk, tu devrais dire. Non, du rock. Disons que... Si tout le monde était sage comme une image. Dans beaucoup de groupes rock, il n'y avait pas ce qu'on appelait des bons buveurs de lait. Là, Alors, je poursuis ma lecture de l'article intitulé « L'enfant rebelle, un adulte prometteur », écrit par Mme Nadine Sultana, qui est journaliste française. C'est sur le site Internet Site et Sens. Ça sous-entend que c'est bon, finalement, d'être rebelle, parce que ça semble prendre du bon côté. Là. Ben, oui, paraît-il qu'il y aurait du bon. Ça devient des bons adultes. Oui, alors je poursuis ma lecture. Mme Sultanen nous dit une éducation de qualité ne passe pas par l'argent, les jouets ou les multiples activités. La présence et la disponibilité des parents aident le jeune à se construire, surtout si elles sont quotidiennes. L'enfant sait que si ça ne se passe pas bien à l'école ou avec ses copains, il n'est pas seul. Les parents doivent faire l'effort de manger avec leurs enfants, même s'ils sont très occupés, de faire des activités ensemble. Ils peuvent également les aider à maîtriser leur peur en préparant des situations comme s'entraîner au football ou à la dictée. N'hésitez pas à récompenser votre enfant quand il réussit quelque chose ou qu'il a bien accompli ce que vous lui demandiez, même si cela vous paraît aller de soi, tel que ranger sa chambre. Les enfants difficiles ont non seulement besoin d'une carotte, mais aussi d'un cadre structuré. Évitez surtout de passer d'un extrême à l'autre. N'abusez ni de la carotte, ni du bâton, même s'il est difficile de se maîtriser quand on est en colère. Et plus difficile encore de punir quand on aime et qu'on se sent coupable de négliger sa progéniture. C'est assez compliqué, finalement. Oui, mais ce qui aide peut-être ces enfants-là, ils sont peut-être capables de dire non quand c'est le temps. Qu'un enfant trop sage, lui, il va suivre les règles, puis des fois, les règles, c'est pas toujours bon. Des gens trop dociles, c'est pas toujours bon. Peut-être que l'enfant trop sage va pas laisser transparaître s'il y a un problème, alors que l'enfant rebelle va peut-être moins se gêner. Des fois, c'est peut-être un avantage. Ou on s'aperçoit pas que l'enfant trop sage peut être en grave difficulté, comme des graves problèmes de drogue, parce que on le voit pas. Il n'y a pas de communication qui est forte. Oh, excuse Pierre, on te coupait ton inspiration. Alors, Mme Sultana nous dit, n'oubliez pas non plus que la perception des traits de caractère évolue avec l'âge. Un enfant renfermé, grognon, manquant d'entrain pourra devenir un brillant étudiant, alors qu'un petit chef de bande, dynamique et espiègle, aura peut-être du mal à suivre des études. L'enfant à problème, même s'il peut être dur à gérer pour ses parents, recèle en lui des qualités. Ainsi, l'agressif ne possède-t-il pas une énergie
inépuisable. L'hypersensible, une créativité et une intuition rares. Il ne faut jamais désespérer de ces enfants difficiles. Bien canalisés, ils offrent de merveilleuses opportunités. C'est sûr que le système scolaire n'aime pas beaucoup ces enfants-là. Oui, ben parce que ça dérange en classe. Ça pose pas, c'est comme on dit, c'est difficile à gérer. Dans une classe de 34, un comme ça, ou 3 comme ça. Ça devient épuisant puis difficile à gérer. Ouais. Ouais. Maintenant, dans un autre article qui s'appelle Éducation, parents exigeants, enfants rebelles, par Mme Apolline Henry, qui est journaliste française, elle aussi, sur le site topsanté.com. Mange ta soupe. Va faire tes devoirs, éteins la télé, arrête de jouer. Des ordres, on leur en donne à longueur de journée. T'as-tu déjà entendu ça, Justin, quand t'étais petit? Oui, moi j'en ai reçu pas mal. C'était une tradition familiale. Toi, moi j'en donne. J'ai 3 enfants. J'en donne des ordres. Oui. Quand nos ados finissent par nous faire la tête, on se dit que c'est pour leur bien et qu'ils nous remercieront plus tard. Eh bien, finalement, peut-être avons-nous tort. Une récente étude de l'Université du Missouri, aux États-Unis, vient de montrer que les enfants de parents très exigeants ont beaucoup plus de risques que les autres de les rejeter à l'âge adulte. L'étude, qui portait sur plus de 2000 enfants âgés de 10 et 11 ans, montre ainsi que les parents qui font usage de la force physique ou verbale pour se faire obéir altèrent considérablement le lien qu'ils créent avec leurs enfants. C'est sûr, c'est pas compliqué. Des enfants-là, t'es plus capable de les sentir. Non, ça c'est comme de la logique même. Mais comme parent, on s'ajuste beaucoup. Je me rends compte des fois, on fait des erreurs, mais quelqu'un qui a un parent qui veut réussir, je pense qu'il réussit à s'adapter. Moi, je suis pas un parent, mais c'est selon chaque enfant. Certains enfants ont besoin, puis d'autres, tu penses se dire qu'ils ont besoin d'un cadre rigide, puis ça marche pas du tout. Ouais. Là. Mais Madame Apolline Henry nous dit, faut-il alors les laisser faire tout ce qu'ils veulent au risque de devenir carrément laxistes? Pas question, selon le professeur Jean Ispa, principal auteur de l'étude. Il nous dit, le plus important, c'est d'expliquer les choses aux enfants. Lorsque vous leur donnez un ordre et qu'ils le contestent, expliquez-leur pourquoi vous agissez ainsi, au lieu de leur dire simplement, c'est comme ça, un point, c'est tout. En clair, il poursuit, il nous dit, il s'agit de maintenir une communication avec l'enfant, sans pour autant abandonner son autorité. Du bon sens, en fait. Alors, ça conclut l'article. Moi, je suis d'accord avec ces gens-là. Ça prend un juste milieu. Ce que j'en retiens, c'est beaucoup la communication aussi, puis la présence. Ouais. Parce que, tu sais, on a toujours l'impression qu'on veut travailler, mais je trouve que des fois, faire des choix de famille, je trouve que c'est payant à long terme. C'est payant en termes de relations, puis d'équilibre familial. Ça prend de la patience. D'être là aussi, d'être présent. Là. Je pense que c'est là chaque enfant fonctionne selon son propre rythme, dire. Ils sont pas pareils, mais ils réagissent pas toujours de manière pareille. En terminant, en 10 secondes, peut-être rappeler le titre de l'article, peut-être, Pierre, juste pour le bénéfice de nos auditeurs. Ouais. Le dernier article s'appelle « Éducation, parents exigeants, enfants rebelles » par Mme Apolline Henry. Parfait. Journaliste française. Et de toute façon, les liens sont toujours sur notre site web, sous la section mentionnée à l'émission, donc mentionnée à Folie Douce. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Justin. Merci. Vous souhaitez écouter l'émission Folie Douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca antenne.qc.ca. Quelques secondes pour terminer ce rendez-vous de Folie Douce avec Ghislain Malo ici présent pour la nomenclature des chansons. On écoutait en début d'émission Ma voiture volante. De Claude Bégin. On en rêve encore des voitures volantes. On devait avoir ça dans l'ordre. Ça s'est pas matérialisé. Non, pas encore. On a écouté Pour la vie. De MB. En deuxième demi, on a pu entendre J'ai marché. D'Edgar Bory. Et à l'instant, Mes idéaux. De Dumas. Merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci Justin pour la recherche également et ta participation au micro. Merci Pierre Laporte à la mise en onde. Bienvenue. Ainsi que pour tes blocs Espresso, tu nous as parlé de l'enfant rebelle. On a appris un peu mieux ce que c'était l'enfant rebelle et comment agir avec lui. Je remercie notre invité en début d'émission, Michel Rodrigue de la Commission de la santé mentale du Canada. On avait également notre collaborateur Jocelyn Morettini qui nous a parlé d'inaptitude. Alors c'était à Folie Douce, donc cette semaine, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Folie Douce. Au revoir.
do do